Le pliable dans l'ère du millimètre. Détection de photos d'enfants abusés sur iCloud, Apple explique enfin son revirement. D3O, la protection absolue pour nos iPhones. iPhone 16, il passerait au micro-lens. La Touch Bar déclarée vintage. Vendredi 1er septembre 2023. François Le Truelic. Benjamin Vincent, toujours depuis Berlin pour l'IFA 2023 qui a ouvert ses portes officiellement ce vendredi matin. La quotidienne iWeek, épisode 448. Bonjour à tous. Et l'événement du jour, ici à Berlin, c'est l'officialisation en Europe du troisième smartphone pliable signé Honor, le Magic V2. Un pliable Android 2+, vas-tu me dire François, face au Galaxy Fold 5 de Samsung, au Google Pixel, aux concurrents chez Xiaomi ou Motorola. Oui mais voilà, à part le Galaxy Fold 5, aucun n'est disponible en Europe. Or, le Magic V2 est annoncé notamment en France, au plus tard au premier trimestre 2024, et son design est impressionnant. Il s'agit du premier smartphone pliable à passer sous la barre du centimètre une fois plié, 9,9 mm précisément, et 4,7 mm quand il est ouvert. Alors je l'ai mis à côté de mon iPhone 14 Pro que j'avais posé écran contre la table, et le Magic V2 plié fait à peine 2 mm de plus. Dans la poche, c'est la même sensation, d'autant plus que le nouveau pliable Honor est plus léger que le 14 Pro Max, il a 9 grammes de moins, et aussi que le Samsung Galaxy V3 Ultra, à qui il met plus de 3 mm en moins en épaisseur. Honnêtement, c'est une réussite, la pliure est quasiment imperceptible. Il faut vraiment passer le doigt dessus pour la sentir un petit peu. La charnière, elle, est en partie en titane. Tiens. Reste le mystère du prix. Le dernier pliable lancé par Honor il y a à peine 3 mois, le Magic VS, est vendu 1 599 € en France, soit 300 € de moins que le Fold 5 de Samsung. Alors on verra comment se positionne ce Magic V2. Est-ce qu'il sera plus cher au risque d'être trop proche du Fold 5 ou moins cher que le VS, sous la barre des 1 500 € pour assurer un carton? François, qu'est-ce que tu penses de cette guerre qui commence véritablement sur ce créneau des téléphones pliables ? Bon alors je vais mettre un petit bémol, tu dis qu'Apple n'a pas de téléphone pliable, il n'a pas de téléphone pliable à vendre, parce que je reste persuadé que dans les prototypes qui sont en cours de développement, évidemment Apple travaille là-dessus. Est-ce qu'il y aura quelque chose de sorti? Ça on verra, mais je pense que quoi qu'il en soit, Apple ne peut pas s'abstenir de travailler là-dessus, même si on sait que du côté d'Apple, on a beaucoup plus l'idée d'un iPad pliable plutôt qu'un iPhone. Ça faisait partie des rumeurs qui ont circulé. Non, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire à la sortie des premiers Fold, c'est vrai que c'est un concept qui est plutôt intéressant. Maintenant, les premières versions, on sentait vraiment que c'était... En gros, c'était un prototype grand public, c'était des produits qui étaient très chers, qui étaient quand même relativement peu fiables. On sait qu'il y a eu des soucis avec les charnières au départ, etc. Mais là, on sent que la techno commence à être mûre. On est quand même rendu à la 5e génération de Galaxy Fold. Il y a le Z Flip aussi qui a beaucoup de succès. On en voit plus d'ailleurs que de... Enfin, je sais pas pour toi, mais je vois plus de Flip que de Fold. Évidemment, le ticket d'entrée est beaucoup plus bas aussi. Ceci explique cela. Mais c'est vrai que ça fait envie. On voit la finesse, on voit en gros toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir avec ce genre de téléphone pliable qui, au fur et à mesure, sont en train d'être réglées. Donc ouais, effectivement, moi je le dis, ça fait envie. Après, Honor, c'est pas la marque qui vend le plus. Honor a pas vraiment de... Je pense qu'on parle d'Honor à la plupart des gens, peu de gens connaissent. Donc c'est là aussi un travail du côté de l'image de marque, mais clairement, il fait envie. Maintenant, pour moi, il y a un problème, c'est que ce sont des téléphones Android, et aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à lâcher iOS. Mais je pense que le jour où Apple sortira un iPhone pliable, ouais, ça pourrait être tentant. Ouais. Allez, retour à l'actu proprement Apple, qui travaille effectivement sans doute, François, sur des écrans pliables. On sait enfin pourquoi Apple, à la fin de l'année dernière, a renoncé à scanner les bibliothèques de photos sur iCloud à la recherche de photos où apparaissent des enfants abusés. Oui, c'est vrai que je t'avoue que c'était une partie de l'année dernière que j'avais un peu oublié. On sait quand c'était sorti, ça avait fait beaucoup jaser. Au début, c'était envisagé qu'aux États-Unis, mais en fait le procédé, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on va pas faire 7-8 minutes, on va en faire 20 ou 30. Mais c'est vrai que dans l'idée, en fait, chacune de vos photos était entre guillemets scannée par le système, et Apple regardait s'il y avait des similitudes entre une base d'images entre guillemets pédophiles et les photos que vous aviez stockées sur votre téléphone.
Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été dites à l'époque, en particulier que ce système pouvait être réutilisé par des gouvernements. Par exemple, pourquoi pas imaginer des photos de soutien à des personnes politiques, d'autres éléments que vous auriez eu dans votre bibliothèque iCloud, et il y avait des gros risques d'abus. À l'époque, Apple a essayé d'enterrer le truc, de peu l'évoquer, mais voilà, aujourd'hui on a compris pourquoi. C'était vraiment du côté de la crainte qu'il y ait des détournements de ce système-là, et je pense que c'est judicieux de la part d'Apple, même si sur le principe c'était pertinent, et je pense que ça reste pertinent, mais il faut trouver un moyen d'être sûr de la viabilité du truc, et là en l'occurrence la viabilité n'était pas claire, et il y avait surtout un gros risque de détournement, et ça aurait été plus embêtant. Alors ici à l'IFA, sur le stand Panzerglas, j'ai pu tester les nouveaux étuis pour iPhone 15 améliorés grâce à un partenariat avec D3O qui est à la protection des appareils, ce que Gore-Tex est un peu à l'imperméabilisation des vêtements. Leur secret, une matière qui absorbe d'autant plus de choc que celui-ci est violent. À l'état brut, il s'agit d'une sorte de pâte à modeler orange. Si on essaye de creuser un bloc pour en extraire une petite boule de pâte, il faut plonger les doigts doucement, et au contraire, si on frappe la surface avec un marteau, la trace ne sera même pas visible. C'est très impressionnant à voir. D3O a même réussi à insérer ce matériau dans les protections pour écran. Le surcoût pour une coque est de l'ordre de 8 à 10 euros par rapport à un prix standard. Sur un iPhone ou une Apple Watch Ultra, on vous conseille de ne pas mégoter sur la protection. Celle-ci sera uniquement disponible pour les nouveaux iPhone 15 qui seront annoncés le 12 septembre et les nouvelles Apple Watch, en tout cas dans un premier temps. François, est-ce que tu as une protection systématiquement sur tes iPhones ? Alors oui, sur les iPhones et sur l'Apple Watch Ultra aussi. Alors je vais te confesser, sur l'Apple Watch Ultra, j'ai un petit film protecteur, mais j'ai pris l'Apple Care Plus, donc je suis un peu moins regardant du côté de la protection, parce que je sais, entre guillemets, qu'au pire, si je l'explose, j'ai moyen de l'avoir en échange une nouvelle, soit une reconditionnée, soit une nouvelle pour une somme qui est moins importante que le prix de départ de l'Apple Watch Ultra. Mais c'est vrai que généralement, je mets toujours des films protecteurs. Le seul sur lequel je ne l'ai pas fait, c'est mon iPad mini, et il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé l'écran, et en fait je me suis rendu compte que malgré le fait que j'en prends soin, il y a quand même des rayures. Donc c'est vrai que le film protecteur c'est chiant, les coques c'est chiant, mais ça permet quand même de protéger votre matériel. Et c'est vrai, quand on voit le prix des produits, ça vaut le coup de mettre 20, 30, 40 euros dans des bons films protecteurs, dans des bonnes protections. Maintenant ça me fait un peu sourire parce que cette marque-là présente des nouveaux produits pour iPhone 15, ils sont même pas encore annoncés. Donc c'est toujours assez cocasse de voir ça. Finalement tout le monde est au courant, sauf Apple, quoi. Alors pour tout te dire, il y a des dizaines de boîtes avec ces nouveaux étuis et ces nouvelles protections d'écran. Sur les boîtes, il y a marqué iPhone 2023. C'est tout ce qu'on sait officiellement. Ils n'ont pas voulu prendre de risques au cas où quelqu'un de chez Apple passerait dans les allées. Ils sont fins, mais on se souvient qu'il y a certaines années, il y a des boîtes qui étaient sorties avec des références d'iPhone qui n'étaient pas celles-là. Donc ils ont raison, comme ça en mettant iPhone 2023, ils sont tranquilles, quoi. Ça évite de se tromper entre Pro Max et Ultra déjà. Ah, ça, je pense que ce sera à peu près la seule surprise qu'on aura le 12 septembre. Le nom du téléphone, même si on se doute que ce sera Ultra. Allez, on passe au futur iPhone 16. À présent, Apple envisagerait d'intégrer la technologie micro-lens pour augmenter la luminosité, François, luminosité des écrans, mais elle n'a pas que des avantages. Bah oui, parce qu'effectivement, le problème de cette techno-là, c'est qu'elle va amener une réduction de l'angle de vision sur l'écran. Alors ça peut avoir des côtés pratiques, moi je trouve, dans le sens où ça évite que le voisin regarde votre téléphone. Je me faisais la réflexion parce que je suis passé au 13 mini, et c'est vrai que en pleine luminosité, je trouve que l'écran, malgré un nombre de nits assez élevé, je trouve qu'en plein soleil, je vois pas trop l'écran. Donc c'est vrai que c'est une techno qui fait envie. On sait que malgré tout, ça peut avoir des inconvénients. Ça consomme plus d'énergie aussi. Et justement, le côté sympa de cette techno-là, c'est que ça consomme pas beaucoup plus d'énergie. Donc j'ai envie de dire, c'est presque tout bénef. Et l'histoire de l'angle de vision, moi, comme je dis, c'est pas très, très embêtant, parce que voilà, c'est bien que votre voisin ne voit pas ce que vous êtes en train de faire. Je pense que tu seras d'accord avec moi, surtout toi qui prends les transports en commun régulièrement. Oui, j'ai pas très envie de partager avec des inconnus. J'avoue. À suivre. Et puis, ce sont 2 MacBook Pro très populaires qui viennent de rejoindre la liste des produits vintage chez Apple. Les MacBook Pro 13 et 15 pouces de 2007, les fameux avec la Touch Bar. Et moi, j'en ai un de MacBook Pro 15 pouces de 2017. Voilà.
aux archives. Et tu vois, moi j'avais un 2018-2019 et ça m'a fait rire entre guillemets parce que je l'ai comparé au MacBook Air 15 pouces qu'on vient de recevoir et qu'on est en train de finir d'installer. Et en fait, quand tu mets le MacBook Pro Retina 15 pouces et le MacBook Air actuel 15 pouces l'un à côté de l'autre, en fait, au niveau de l'épaisseur, il n'y a pas beaucoup de différence. Et c'est vrai, quand tu les mets l'un à côté de l'autre, en fait, tu as presque l'impression que le MacBook Air 15 pouces, en fait, c'est un MacBook Pro 15 pouces Retina de l'époque. Voilà, le côté finesse, en fait, il n'est pas si important que ça. C'est plus au niveau de la taille d'écran et sur la largeur, en fait, parce que quand tu les mets l'un au-dessus de l'autre, bon, tu vois que tu perds un petit peu parce que voilà, les bords sont plus fins. Mais voilà, c'est plutôt marrant, mais ça reste des ordinateurs qui ont été mal aimés. Ils n'étaient pas pratiques, le manque d'HDMI, etc. Mais ça restait, je trouve, des très très belles machines. Et c'est vrai, quand tu vois les MacBook Pro actuels, ça fait un peu plus massif, alors que ceux-là avaient un beau design. Mais voilà, ils rejoignent le musée. Et oui, et la quotidienne iWeek. Reviens lundi.